Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau budget d'abonnés. Je sais, ça fait environ 2 mois que je n'en ai pas posté, mais en tout cas c'est une série que je continue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le concept, il y a certains de mes abonnés qui vont m'envoyer leur budget par mail sur une adresse vraiment spéciale pour ça. Faut vraiment pas me les envoyer sur mon adresse normale, sinon je n'arrive pas à les lire au milieu de tout. Donc c'est vraiment bien de l'envoyer sur l'adresse dédiée. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous avez envie de m'envoyer votre budget, sachant que j'en reçois énormément. Donc je ne peux forcément pas tous les choisir. J'essaye de faire au fur et à mesure du temps un petit peu tous les types de budgets, puisque des fois on peut avoir des situations qui se ressemblent, même s'il ne faut pas oublier que chaque situation est différente et que lorsque je parle du budget des gens, ce ne sont pas des tutos. Des fois je vais avoir des commentaires qui disent oui mais là il y a eu un avantage parce qu'il y a ça, tout le monde n'a pas ceci ou cela. Bien sûr, puisque vraiment ce sont juste les vies des personnes qui m'ont envoyé leur budget et qu'il y a autant de budgets différents que ce qu'il y a de personnes, et chaque budget vient avec ses particularités. On ne pourra forcément pas tout répliquer, peut-être même qu'on n'a pas du tout envie de répliquer certaines choses. C'est simplement pour voir comment font les autres, pour parler librement d'argent et pour s'en inspirer ou pour donner des conseils ou tout simplement pour en apprendre un petit peu plus sur les différents modes de vie. Le budget de Clara, je le trouvais vraiment intéressant et il ne ressemblait absolument pas à tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être pas forcément servir à tout le monde, mais qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser, puisque Clara a 27 ans, elle vit actuellement sur ses économies avec son compagnon qui lui touche le chômage pour le moment. Il touche 700 € par mois de chômage. Et ils ont déménagé sur un terrain de 8 hectares en France, puisque avant ils habitaient en Belgique, un terrain dont ils sont propriétaires tous les deux et qu'ils ont acheté pour vraiment pas cher du tout. À titre de comparaison, c'était l'équivalent du prix d'une place de parking dans la ville de Belgique où ils habitaient avant. Clara a pu profiter du fait d'habiter chez ses parents dans cette ville qui coûtait assez cher pour créer son entreprise et ne pas avoir à payer de loyer, ce qui lui a vraiment permis d'économiser beaucoup d'argent. Je sais que ce n'est pas faisable par tout le monde, mais en tout cas c'est vraiment admirable d'avoir profité de cette opportunité pour mettre de l'argent de côté. Elle aurait très bien pu aussi le dépenser. Il y a une grosse partie de cet argent qui vient aussi de la revente de son entreprise, puisqu'elle a mis de côté pendant 5 ans, elle a revendu l'entreprise, elle a acheté ensuite le terrain avec son compagnon, et il lui reste maintenant 120 000 € qu'elle utilise pour l'instant pour subvenir à ses besoins, payer les charges communes et payer aussi ses dépenses personnelles. Au niveau de leurs dépenses, ils font du 50-50 sur tout ce qui est dépenses communes, et après ils ont chacun leurs dépenses personnelles. Le budget que nous allons aborder aujourd'hui est celui de Clara. Ce ne sera pas le budget total du couple, même si vous verrez apparaître les dépenses communes, mais parfois lorsque les gens m'envoient leur budget, ça va être leur budget avec leur compagnon, et dans ce cas là tous les revenus sont comptés. Des fois ça peut vraiment être notre budget personnel. En fait c'est vrai que souvent sur internet on a tendance à voir les budgets de couple, mais finalement moi je me rends compte que dans la vie de tous les jours, quand je discute de budget avec mes amies, même quand elles sont en couple depuis longtemps, très souvent elles vont aborder leur budget de leur point de vue personnel, combien elles payent, combien elles mettent dans les charges communes, etc. Et c'est vrai que très souvent on n'est pas forcément au courant de tout ce que dépense notre compagnon non plus. Je dis pas forcément que c'est le cas ici, mais en tout cas nous aborderons le budget du point de vue de Clara uniquement. Ce qui est vraiment atypique dans leur budget, c'est que sur leur terrain de 8 hectares, ils ont décidé de lancer un petit peu un projet de résilience. Ils ne visent pas forcément l'autonomie, puisque c'est extrêmement compliqué, voire impossible quand on est qu'à deux, quand on parle d'autonomie vraiment totale, de pouvoir produire toute sa nourriture, toute son énergie, etc. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout en partant de zéro, et c'est vrai que généralement ça implique plutôt d'être en communauté plutôt que d'être juste à deux. Mais en tout cas leur préoccupation principale qui les a menés à faire tout ce projet, c'est vraiment l'écologie. Ils cherchent à vivre d'une manière très écologique en faisant attention à plein de choses. Je trouve que c'est vraiment très inspirant. C'est pas forcément parce que ça ne parle pas à tout le monde qu'il n'y a pas des choses qu'on peut piocher dedans, et là je trouve que c'est vraiment le cas. Donc ils aménagent un van et ils vivent hors réseau, donc en dehors du réseau de l'eau, de l'électricité. Et voici leur budget sur 12 mois, qui devrait à peu près être équivalent à ce qui se passera pour les 12 prochains mois aussi. C'est bien quand on étudie son budget d'avoir une idée sur une année, parce que souvent quand on fait juste au mois, on a tendance soit à compter que les meilleurs mois, soit à compter que ceux qui viennent de s'écouler, et on oublie souvent les imprévus, etc. Et on se rend souvent compte qu'on dépense beaucoup plus que ce que l'on pense quand on calcule son budget vraiment sur l'année. De la même manière que parfois on peut avoir tendance à sous-estimer ou surestimer nos revenus si on ne les compte pas sur l'année. Par exemple, on peut surestimer ses revenus quand on a un salaire fixe avec des primes en plus et qu'on oublie qu'à certains moments on n'aura pas les primes pour une raison ou pour une autre. Et parfois inversement, on peut avoir tendance à compter son budget en fonction du net qu'on gagne chaque mois et ne pas forcément compter les aides qu'on gagne, ne pas forcément compter les primes qu'on va avoir, etc.
Donc regardez sur un an, ça donne souvent une idée un peu plus précise. Nous allons passer à leurs dépenses communes. Donc en alimentation, ils dépensent 320 € par mois. Elle me précise qu'ils ont une alimentation pratiquement intégralement végétale. Dans son cas, elle est végane, son copain l'est presque, on va dire, il mange très souvent végétalien. Elle me précise aussi que son copain mange comme 4, ce qui mine de rien peut parfois poser des questions en termes de budget aussi quand on fait 50-50 sur l'alimentation et qu'il y en a un des deux qui mange beaucoup plus que l'autre. C'est le cas par exemple dans un de mes couples d'amis, j'ai une amie qui mange pas beaucoup finalement et son copain fait de la musculation et mange énormément et c'est vrai qu'à un moment il s'était rendu compte que c'était pas si équitable que ça de payer 50-50 sur ça. Après ça va dépendre de la gestion de l'argent dans le couple, on l'abordera à la fin de cette vidéo. Ils essayent d'aller en supermarché le moins souvent possible sans pour autant réussir à faire 100% sans supermarché, donc ils y vont à peu près une fois par mois et ils vont acheter en gros beaucoup d'aliments sur des boutiques en ligne comme Coro, Casidomi. Ils achètent aussi à la Biocoop. Ils prennent aussi leurs légumes bio ainsi que quelques fruits bio dans une ferme qui est à 3 km de chez eux et ils achètent également dans cette ferme du pain qui est produit par des paysans boulangers qui habitent à une dizaine de kilomètres de la ferme aussi et ils achètent du pain bio au levain. Au final, je trouve que pour la qualité de l'alimentation qu'elle me décrit, plus le fait que son compagnon mange beaucoup, 320 € c'est vraiment un budget très raisonnable pour tout ça. On voit qu'ils font très attention, surtout qu'il faut prendre en compte aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont pas de frigo et donc forcément ça va entraîner des choix différents. Elle me précise par exemple qu'à son grand désarroi, elle ne peut pas acheter de tofu frais et c'est vrai que c'est triste parce que le tofu frais c'est très bon, mais bon peut-être en hiver, je sais pas comment ça peut fonctionner, peut-être qu'en hiver c'est plus facile qu'en été, mais en tout cas voilà, ça va amener certains choix en termes d'alimentation aussi. De la même manière que parfois il est très dur de tenir un petit budget, que ce soit quand on est nomade, ça peut être aussi quand on a un très petit logement parfois, ça peut vraiment être quelque chose auquel on ne pense pas, mais quand on vit dans un petit studio d'étudiants par exemple, avec très peu de moyens de cuisson, de conservation, etc., on peut se retrouver à dépenser plus par personne que des personnes qui ont un logement plus grand et plus confortable parce qu'ils peuvent acheter de plus grosses quantités. Donc le budget alimentaire, c'est pour ça que j'en parle souvent, c'est vraiment très personnel. On peut pas forcément dire ce qui est un petit ou un gros budget parce que ça dépend de notre appétit, de nos habitudes de consommation, mais également des lieux où l'on vit, de comment on peut faire, comment on peut cuisiner, tout ça aussi, ça joue beaucoup. Et aussi des compétences de cuisine ou même du handicap qu'on peut avoir. Si par exemple on a de l'arthrose, ça peut être plus compliqué de cuisiner et dans ce cas-là, le fait de prendre des plats préparés, ça peut être beaucoup plus pratique. Enfin, je donne l'arthrose comme exemple, mais il y a plein de choses qui peuvent venir jouer pour modifier le budget alimentaire. Ils débutent également un potager et ils font de la cueillette de plantes sauvages comme par exemple des orties qui permet de mettre pour le coup la cueillette c'est vraiment un moyen de mettre du verre ou de mettre des champignons ou ce genre de choses dans son alimentation pour vraiment pas cher, à part forcément le temps qu'on va y passer qui a aussi de la valeur et parfois le déplacement qu'on doit faire, mais ça peut être un bon moyen de réduire le budget alimentaire aussi et de manger des choses de bonne qualité quand on s'y connaît bien évidemment et qu'on ne fait pas n'importe quoi sur ces thèmes-là. Ils voudraient produire de plus en plus au potager, avoir également des arbres fruitiers, cultiver des légumineuses par exemple. Ils voudraient aussi faire une forêt comestible, donc avec par exemple des noisetiers, des châtaigniers et voilà tous ces arbres qui peuvent donner de la nourriture. Ce qui sur le long terme leur permettra de réduire le budget alimentaire mais surtout d'amener énormément d'aliments sympas parce que des fois avec le potager ou avec le fait de cultiver soi-même etc, on va pas forcément réduire son budget à 100%, surtout que ça peut être vraiment très compliqué et demander beaucoup de temps et d'espace pour devenir totalement autosuffisant, mais on peut en tout cas amener de très chouettes aliments dans son alimentation. Par exemple si on cultive des fraises, on n'a pas forcément toujours les moyens d'acheter des fraises tous les jours, peut-être que si on en cultive beaucoup ça peut permettre de mettre ce petit luxe dans notre vie qu'on n'aurait pas forcément en temps normal. Donc je pense qu'au-delà de l'aspect économique, il y a un vrai aspect plaisir derrière, un aspect santé aussi, parce que évidemment c'est bon pour la santé de manger beaucoup de fruits et légumes, en plus quand ils sont cultivés comme ça, vraiment c'est sûr que c'est génial. Et bien sûr ça a un prix aussi, on entend parfois qu'avoir un potager etc ça fait des légumes gratuits, c'est pas forcément gratuit, ça va souvent demander de l'argent au début, parfois on peut être 100% sur de l'entraide, essayer de trouver des solutions etc, mais c'est rare que ce soit totalement gratuit de pouvoir mettre en place tous ces projets et encore plus quand on veut que ce soit une grosse part de notre alimentation, ça nécessite généralement des investissements et il y a quand même beaucoup de choses dans leur budget, vous allez le voir ensuite, qui pour le moment leur demandent beaucoup d'argent mais qui sont des investissements pour plus tard.
Ils ont dépensé en moyenne l'année dernière 130 € par mois en outillage. Donc forcément, il y a des mois où ça va être beaucoup plus, des fois où ça va être beaucoup moins. Je pense qu'il y a une catégorie séparée pour les outils qui sont achetés en direct et ceux qui sont achetés sur internet, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'après, il y a 440 € d'achat sur internet hors nourriture qui vont inclure des outils aussi, qui vont inclure des objets du quotidien. Une grosse partie de ces deux postes de dépenses, ça va être de l'investissement et des choses qui ne seront pas à dépenser plus tard, même si pour le moment ça prend une grosse place dans le budget. Les 440 € de commandes sur internet, ça représente actuellement le plus gros poste de dépenses de leur budget, mais après c'est temporaire aussi. En gaz, ils vont dépenser 10 € par mois en moyenne. Ça représente 4 bonbonnes de 13 kg par an. Pour réduire ce budget, ils ont acheté un four solaire qui leur a coûté 800 €. Donc c'est un investissement qui va être très long à rentabiliser puisque actuellement le gaz n'est pas si cher que ça. Ils ont surtout fait cet investissement pour des raisons écologiques parce que le four solaire va beaucoup moins polluer que l'utilisation du gaz. Et ils m'ont précisé qu'ils ont pris le Sun Chef de chez Solar Brothers et qu'ils sont vraiment très fans de ce four et que vraiment si j'avais envie de leur faire de la pub, il fallait pas que j'hésite. Donc je ne connais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui en sont satisfaits. Donc c'est vraiment très chouette. Actuellement, ils utilisent le gaz pour l'eau de la douche, pour la cuisine, pour le chauffage aussi quand ils en mettent. Mais c'est vrai que le four solaire leur permet de substituer aussi, par exemple pour la cuisine, pour faire chauffer l'eau. Ils l'utilisent pour ça, ils vont l'utiliser pour réchauffer l'eau de la douche aussi. Donc ça leur permet de diminuer vraiment drastiquement leur utilisation du gaz. Et avec le four solaire, même s'ils ne considèrent pas forcément que c'était l'investissement rentable tout de suite, ça leur permet par exemple de faire cuire leurs légumineuses avec, de faire cuire leurs légumineuses sèches, ce qui sur le long terme représente une grosse économie aussi par rapport aux légumineuses en boîte, puisque déjà les légumineuses en boîte c'est quand même une alternative très économique à la viande, ça revient quand même moins cher que de consommer des produits d'origine animale, mais quand on prend des légumineuses sèches c'est encore beaucoup moins cher, même quand on utilise de l'énergie payante. Nous on a des plaques à induction et j'avais vraiment comparé le fait de faire cuire mes légumineuses et de les acheter en conserve parce qu'il y a pas mal de personnes qui étaient sceptiques sur l'utilisation de l'énergie. Ça revenait quand même 2 à 3 fois moins cher de faire cuire mes propres légumineuses, donc c'était vraiment pratique et je trouve que c'est meilleur quand on les cuit soi-même. Donc voilà, c'était la petite parenthèse légumineuse. Au niveau du véhicule, donc ils en ont pour 138 € d'essence par mois en moyenne, ça dépend puisque ils vont à peu près une fois tous les 2-3 mois en Belgique et que forcément à ce moment-là ça va consommer beaucoup plus d'essence que quand ils ne bougent pas beaucoup. Ils ont ensuite 2 assurances. Il y a l'assurance à 35 € qui est j'imagine l'assurance classique et ils ont ensuite une assurance touring, je ne sais pas ce que c'est, mais ça revient à 135 € par mois. J'imagine que c'est peut-être en lien avec le fait d'avoir une habitation nomade, mais en même temps je ne sais pas du tout. Donc si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas en commentaire. Ils budgétisent 50 € par mois pour l'entretien du véhicule et le contrôle technique, sachant qu'ils ont un véhicule qui a déjà 15 ans, donc forcément les frais peuvent arriver. Je trouve ça bien de budgétiser pour un véhicule, pour l'entretien, mais de la même manière qu'on peut aussi budgétiser pour l'achat d'un autre véhicule. Si on a un budget qui est quand même assez serré et que ça nous mettrait en difficulté de prendre un crédit pour prendre un véhicule, on peut commencer à épargner, soit pour constituer un apport pour le jour où on devra changer de véhicule, ou alors épargner pour potentiellement acheter l'intégralité du véhicule. Enfin, ça dépend de notre budget et du budget du véhicule qu'on veut acheter, mais ça peut être à prendre en compte et ça peut aider aussi à ne pas être démuni au moment où on a besoin d'un véhicule, où on n'est pas forcément éligible pour un prêt et où on n'a pas l'argent pour le faire et à se retrouver en difficulté. Ensuite, ils ont un budget de 83 € pour, on va dire, les autres, donc par exemple les graines, les achats d'objets ou ce genre de choses, certaines activités, voilà, ça va aller dans cette catégorie-là. Au niveau des dépenses communes, nous sommes donc à 1442 € pour deux, ce qui représente 721 € qui sortent de la poche de Clara. Et après, nous allons passer à ses dépenses personnelles. Elle a acheté le van 2300 € et a déjà dépensé 1021 € en aménagement dessus. Elle prévoit un budget assez similaire pour l'année prochaine, enfin entre 500 et 1000 € d'aménagement, ce qui a représenté sur l'année 191 € par mois si on lise vraiment pour l'achat du véhicule et environ 85 € pour l'aménagement. Il y a ensuite 180 € de dépenses autres mais personnelles pour le coup, comme par exemple quand elle s'achète des vêtements, même si c'est très rare, le fait de faire ses cosmétiques maison, de temps en temps il faut racheter des choses. Pour les cadeaux aussi, c'est un budget qu'il est bon de compter lorsque l'on établit un petit peu ses dépenses parce que souvent on a tendance à pas y penser, mais pourtant les cadeaux généralement ça revient et plus on est entouré, plus on a de gens à qui on fait des cadeaux,
Pour l'abonnement téléphonique, elle paye actuellement 26 € par mois, sachant qu'elle va bientôt changer pour un abonnement français qui sera sûrement moins cher. Quoique là, au niveau du prix, je trouve que c'est pas tellement différent de ce qu'on trouve en France, même si on peut trouver vraiment des ordres de prix très différents au niveau des forfaits téléphoniques en France. Je trouve que parfois on peut vraiment en trouver pour pas cher du tout, surtout quand on compare avec d'autres pays. Mais en même temps, je trouve que ça augmente pas mal aussi dernièrement. En mutuelle, elle dépense 23 € par mois en moyenne, et pour les frais médicaux, elle va en avoir pour 6,60 € à peu près par mois. Et également, elle rachète une bonne paire de baskets chaque année, de baskets de course, et elle va dépenser 150 € par an pour cette paire de baskets. Ça représente donc 525 € de dépenses personnelles, qui représente au total un peu plus de 1245 € à dépenser par mois si on cumule avec ce qu'elle dépense en dépenses communes. Dépenser 1200 € par mois, c'est vraiment pas énorme pour une personne, mais sachant que au-delà de ça, il y a plus de la moitié des dépenses finalement qui sont liées à des investissements, des choses qu'elle n'aura pas forcément à renouveler chaque année. Pour l'instant, ils sont dans les premières années, donc il y a beaucoup d'investissements au niveau du potager, de l'outillage, enfin il y a plein de choses qui coûtent beaucoup d'argent, même au niveau de l'aménagement du van, mais à un moment, ces frais-là vont pouvoir bien redescendre, ce qui veut dire qu'elle pourra vivre avec très peu d'argent, sachant que pour le moment, elle vit sur ses économies. Au niveau de l'énergie, ils ont aussi acheté des panneaux solaires, ils ont des batteries qui vont avec. Et pour l'eau, ils vont utiliser un filtre pour l'eau de pluie, et ils vont aussi compléter avec l'eau du ruisseau, puisque n'ayant pas de toit, c'est pas forcément pratique pour récupérer énormément d'eau de pluie. Et les fois où ils sont vraiment en galère, s'il y a un problème avec le filtre ou quoi, ils vont récupérer un petit peu d'eau dans un cimetière, parce que dans les cimetières, il y a généralement de l'eau potable en France. Son objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir se former sur le domaine et d'ouvrir ensuite une entreprise de pépiniériste. Vraiment, c'est dur à dire ce mot, mais je trouve que c'est un très bel objectif. Et c'est génial en fait qu'avec les économies qu'elle a mises de côté, elle puisse s'offrir ce luxe en fait de pouvoir vivre sans avoir à gagner d'argent pour le moment, sans se mettre en difficulté non plus, puisqu'avec 120 000 €, elle a de quoi voir venir pendant pas mal de temps. Pour le moment, elle investit dans énormément de choses, mais après ses dépenses vont diminuer en plus, je pense. Et après, elle pourra ouvrir son entreprise, et ça lui donnera aussi le temps de générer ses premiers revenus, puisqu'on ne gagne pas forcément de l'argent tout de suite quand on ouvre une entreprise. Actuellement, Clara paye les frais qui sont liés à l'aménagement de son van, puisque ce van est vraiment à son nom. Son conjoint a aussi un véhicule qu'il a déjà aménagé tout seul avant, donc comme ça ils ont chacun leur véhicule pour lequel ils ont payé eux-mêmes pour l'aménagement. Et ils vont utiliser le véhicule de son conjoint pour les déplacements quotidiens. Ce qui est à noter aussi dans le budget de Clara, c'est qu'elle est plutôt dans une démarche frugaliste. Elle a eu une éducation où ses parents étaient plutôt économes, avaient des comptes séparés, l'argent représentait vraiment quelque chose d'important pour eux. Et dans le cas de son conjoint, il a une éducation très différente, et du coup ils ont des manières de concevoir l'argent qui sont différentes. Et donc Clara est plutôt dans l'optique d'épargner, même s'il n'y a pas forcément de projet tout de suite maintenant, mais d'épargner au cas où, d'avoir une épargne de précaution si jamais il y a un problème, alors que son conjoint va plutôt être dans l'épargne s'il y a un projet qui arrive derrière, mais pas forcément dans l'épargne au cas où. Et donc c'est vrai que ça peut amener des différences dans leur couple, des différences de perception, parce que l'argent ça joue un rôle énorme dans le couple. Déjà, je recommande un podcast qui est vraiment super, qui s'appelle Rends l'argent, que je trouve vraiment génial à écouter. Je l'ai beaucoup écouté dans mes petites balades du quotidien. Et elle s'interrogeait également sur la répartition en 50-50 dans le couple. Donc je trouve vraiment, déjà, je recommande le podcast, je lui ai directement recommandé par mail dès que j'ai reçu son mail, parce que je le trouve super. Il n'y a pas vraiment d'organisation parfaite en termes de budget dans un couple, c'est très dur d'être sur quelque chose de parfaitement équitable, puisqu'il y a énormément de facteurs qui vont entrer en jeu. Il va y avoir les revenus de chacun, le reste à vivre de chacun, si l'un des deux a déjà des investissements au préalable, le potentiel héritage que l'un ou l'autre peut toucher. Il va y avoir aussi le fait que parfois il y a des choses qui sont non calculables en argent, mais qui nécessitent des ressources aussi. Il va y avoir la ressource temps qui est utilisée parfois par une des personnes du couple qui va en faire beaucoup plus que l'autre. Et même si en soi ça ne coûte pas d'argent d'en faire beaucoup plus, ça peut faire qu'on en gagne moins, ça peut faire aussi qu'on dépense beaucoup d'énergie pour faire des choses. Donc je pense que c'est très compliqué comme domaine. Je pense pas qu'il y ait une solution parfaite sur tout ça. Nous, c'est vrai qu'au final, ce qu'on applique, même si on le fait pas de la manière la plus directe possible avec mon conjoint, c'est que quand on investit, on le fait toujours à 50-50, et que quoi qu'il arrive, si un jour on se sépare, on ressortira de cette relation avec le même patrimoine chacun, même si on a tous les deux eu des revenus très différents au fur et à mesure du temps. On s'est dit que c'était le plus équitable si jamais un jour on se séparait, ce que bien évidemment on n'espère pas, mais c'est juste que si jamais un jour la séparation arrive, c'est déjà quelque chose qui peut amener des situations très inconfortables, autant éviter qu'il y ait le problème de l'argent en plus. Donc nous, vu que notre manière d'épargner actuellement, ça a souvent été par l'investissement,
investissement immobilier, on a toujours tout mis à 50-50 pour éviter qu'il y ait des problèmes. Quelque chose qui est possible aussi, c'est de faire du prorata dans les dépenses. Donc si par exemple il y en a un des deux qui gagne 1000 € et l'autre qui gagne 3000 €, de dire que celui qui gagne 3000 € dépense plus, même si ce sera pas forcément parfaitement équitable, puisqu'à la fin du mois, il restera beaucoup moins d'argent à la personne qui gagne 1000 € qu'à celle qui gagne 3000 €. Donc ça peut être compliqué. Je pense vraiment, je recommande le podcast, je recommande aussi d'en discuter, de voir les éventualités, de réfléchir en cas de séparation à ce qui se passerait. Et voilà, je pense que c'est vraiment dans tous les cas important de bien dialoguer sur ces sujets-là. Lorsque l'on a envie d'avoir une démarche frugaliste et qu'on est en couple avec une personne qui n'est pas forcément intéressée, c'est vrai que ça peut amener des désaccords parce que surtout au niveau des projets communs, ça veut dire qu'à un moment ça peut être compliqué d'organiser nos projets si l'autre n'est pas du tout dans la même optique. Donc je pense que déjà le tout c'est d'en discuter, mais des fois l'autre personne ne voit pas où on veut en venir avec le frugalisme et ça peut être bien d'essayer de réfléchir dans ce cas-là à des projets qui pourraient être rendus possibles par le frugalisme, par le fait d'épargner. Dans tous les cas, il faudra trouver des compromis, je pense, parce que c'est souvent le cas quand on vit avec quelqu'un qui a une vision des choses différentes. Et je pense que dans tous les couples, il y a forcément des sujets, même si c'est pas forcément l'argent, où on a des visions des choses qui sont différentes et sur lesquelles il faut communiquer et essayer de trouver des compromis pour voir ce que l'on peut faire ou si c'est vraiment insupportable pour nous et où dans ce cas-là c'est pas possible. Voilà, c'est important d'en discuter. Et après, sans forcément être dans le frugalisme, donc dans ce mode de vie qui consiste à dépenser beaucoup moins que ce que l'on gagne, on peut aussi quand même se faire une épargne de précaution, notamment pour parer aux éventuels problèmes de la vie, puisque il y a énormément de situations dans lesquelles on peut avoir besoin de cette épargne, que ce soit le rachat d'un véhicule, ça peut être aussi pour un futur investissement immobilier, peut-être discuter des projets futurs, de là où on se voit dans 20 ans ou de choses comme ça, même si c'est des discussions qui peuvent faire un peu peur, mais voir est-ce que plus tard par exemple on veut continuer comme ça, est-ce que notre vie actuelle nous convient, est-ce que l'on voudrait peut-être une maison, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui qui nous faciliteraient l'avenir que l'on veut se créer, que ce soit avec l'argent ou en se formant à quelque chose, si on se dit qu'il y a des compétences qui pourraient nous servir, s'il y a quelque chose qu'on considérait comme une garantie qu'on pourrait se créer pour être tranquille plus tard, que ce soit sur l'argent ou d'autres domaines, on peut vraiment parfois réfléchir un petit peu à ce que l'on voudrait ensuite et voir s'il y a des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui qui nous coûtent un effort pas très important, qui pourraient nous éviter plus tard d'avoir à fournir un effort très important. Et donc en tout cas, j'ai vraiment aimé travailler sur le budget de Clara, le partager avec vous. Je pense qu'il peut vraiment inspirer plein de personnes. J'aime aussi la manière qu'ils ont d'avoir un budget plutôt économe, mais de ne pas faire passer l'argent avant l'écologie. Et je trouve que c'est très inspirant. On fait tous des choix dans nos vies où parfois on doit sacrifier sur certains thèmes qui sont importants pour nous. Donc c'est dur de trouver le parfait alignement avec nos valeurs, mais je trouve qu'ils y arrivent vraiment plutôt bien. Donc bravo à eux pour ce beau projet. Je vais essayer de republier plus fréquemment quand même des budgets d'abonnés parce que déjà j'en ai à peu près 1,5 milliard en attente dans ma boîte mail. Donc c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à en faire plus. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer des prochains contenus. Je poste une vidéo en moyenne tous les 5 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Si vous avez envie de soutenir mon contenu en mettant un like ou un commentaire sous la vidéo, ça la soutient énormément. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Vous pouvez bien évidemment échanger. Si vous avez des questions à poser, je les poserai à Clara. Si elle veut répondre de manière anonyme, je répondrai en commentaire épinglé pour elle. Dans tous les cas, et notamment quand il s'agit des budgets de mes abonnés qui me font confiance en partageant leur budget avec moi, sachant que vraiment partager sa situation financière, c'est un petit peu s'exposer et des fois c'est un peu bizarre parce qu'on partage quelque chose de très intime de nous qu'on n'a pas l'habitude d'exposer comme ça. Donc merci de rester bienveillant dans les commentaires, je me fais pas vraiment de soucis pour ça parce que généralement les commentaires sont vraiment très bienveillants sous les vidéos et si jamais il y a des critiques qui sont tout simplement blessantes ou des choses qui n'ont pas d'intérêt particulier, je modérerai les commentaires puisque je protège les gens qui m'envoient leur budget. Et donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, on peut se retrouver sur Instagram immédiatement, c'est Mûres et Noisettes également. J'ai aussi un podcast sur lequel je n'ai pas le temps de podcaster pour le moment, mais c'est Mûres et Noisettes aussi, j'ai déjà 3 épisodes. Et voilà, on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!